Après l'étude plutôt qualitative des piles, on va maintenant regarder ce que l'on peut exprimer comme grandeur quantitative. On reprend toujours la pile Daniel avec deux compartiments. Dans l'un, on va être donc du côté du cuivre, de l'autre côté on va être du côté du zinc, avec un volume à chaque fois V égale 50 ml de solution de sulfate de cuivre, donc avec des ions Cu2+, et l'autre avec une solution de sulfate de zinc, donc avec des ions Zn2+. Et on note la masse MCUI et la masse MZNI, celles de cuivre et de zinc qui correspondent aux plaques qui peuvent réagir, donc qui sont en fait introduits en solution. Les concentrations des ions sont toutes les deux égales et on va les prendre égales à 0,10 mol par litre. Et on nous avait trouvé que le critère d'évolution spontanée permettait alors de trouver les caractéristiques suivantes, à savoir que on avait un pôle bien sûr positif, un pôle négatif, mais qu'il s'agissait des zinc qui perdaient les électrons, donc il s'agissait d'une oxydation. Donc là, ça c'est le cas général, bien sûr, et ça il faut adapter à chaque fois. Et donc, dans l'exemple Zn solide, en sens direct, était oxydé pour donner Zn de plus Aq, plus 2 électrons métal, et de l'autre côté, donc toujours à adapter également, il s'agissait de Cu2+, qui était réduit en gagnant 2 électrons qui arrivaient par le métal. Donc il s'agissait à nouveau de vraies équations électrochimiques pour donner donc Cu solide. Les électrons étaient à ce moment-là dans ce sens-là, et le I positif était ici. Alors, petit rappel concernant l'intensité. L'intensité, quand on a une intensité qu'elle est orientée comme ceci, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, je considère une portion de circuit que je vais couper, mais de façon virtuelle, et je vais regarder la charge Q qui passe, vous voyez, à travers cette section. Eh bien, par définition de I, si on considère la durée delta t, il y a une charge algébrique Q, donc positive ou négative, qui traverse ici le plan dans le même sens que I. Donc comme j'ai orienté I de droite à gauche, là je vais regarder la charge qui traverse de droite à gauche. Et bien à ce moment-là, I, c'est justement cette charge, on va l'appeler Q indice déplacé, divisé par la durée delta t correspondant à la durée pendant laquelle on a regardé justement la charge qui traversait cette section. Donc en fait, l'intensité c'est quoi? C'est une charge déplacée par unité de temps. Voilà. S'il y a par exemple 3 coulombs par seconde, eh bien vous aurez 3 ampères. Donc exemple, 3 coulombs divisé par 1 seconde égale 3 ampères. 1 ampère, donc, c'est égal à 1 coulomb par seconde. Ou encore, d'ailleurs, 1 coulomb, c'est égal à 1 ampère fois 1 seconde. Donc 1 ampère seconde, ça va être important tout à l'heure. Donc ça, c'est des rappels sur la notion d'intensité. Lorsque l'intensité est constante, on va avoir un flux de charge qui va s'exprimer en coulomb et qui va être proportionnel en fait à la durée delta t. Et donc, I va être le coefficient de proportionnalité, si vous voulez, entre la charge qui s'est déplacée, qui est passée par la section, et la durée delta t. Allez, en terminale, I sera toujours constant lorsque vous aurez une pile comme ça électrochimique. Alors, comme il y a une réaction qui a lieu, Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn2+, on peut bien sûr créer un tableau d'avancement. Et la nouveauté, c'est que ce tableau d'avancement, on va l'interpréter en fonction de ce qui se passe pour la pile. À l'état initial, en réalité, la pile est neuve. Ça veut dire qu'elle n'a absolument rien débité. Et vous voyez que dans ce tableau d'avancement, on va rajouter une colonne. Ça va être très important. Dans cette colonne, on va mettre la quantité d'électrons échangés, que je vais appeler N, E-, H.
échanger pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors comment est-ce qu'on va faire? Au départ, les quantités initiales sont les suivantes. Alors pour CU2+, on regarde, il va y avoir un volume V et une concentration C, donc il est ici, CU2+, là il y a Zn2+, et bien sûr la quantité initiale c'est donc la concentration CU2+, fois le volume ici de ce côté-là. Et ici ça va être d'ailleurs la même chose. Et puis la quantité en zinc initialement, elle provient de l'électrode qui est trempée, donc c'est la masse de Zn initiale divisée par la masse molaire de Zn. Et ici, ce sera la masse initiale de cuivre sur la masse molaire du cuivre. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. On va considérer d'ailleurs que ça, c'est en excès, notamment les zinc, et comme ça, c'est une réaction qui est en sens inverse, eh bien, on va avoir comme réactif limitant Cu2+, dans cet exemple. À l'état intermédiaire, donc ça, c'était quand la pile était neuve, et bien sûr, la quantité d'électrons échangés, elle vaut 0. Pour l'instant, il n'y a pas d'électrons qui ont été échangés entre les deux côtés des deux piles. À l'état intermédiaire, la quantité de Cu, de plus, elle est bien sûr égale à la quantité initiale, donc je peux mettre Cv, moins X. Et là, la quantité de Zn est bien sûr égale à Cv plus X. Quelle est la quantité d'électrons échangés? Alors là, il ne faut pas oublier que comment est-ce qu'on a obtenu cette équation-ci? Là, c'est nouveau. En fait, on a combiné ces deux demi-équations et surtout on les a combinées pour que le nombre d'électrons qui permettent, qui sont ici donnés, CD, doivent être exactement les mêmes que les électrons qui sont captés de ce côté-là. Donc attention, si là il avait fallu que je multiplie par 3 et là par 2, par exemple, j'aurais eu un nombre d'électrons échangés. Mais là je vois que j'ai multiplié par 1 ici, par 1 ici. Donc en fait, le nombre d'électrons échangés, le nombre d'électrons qui a été au total, qui est cédé en même temps qu'ils sont captés, ils sont de 2. Eh bien ça, on va le mettre entre parenthèses. C'est vrai que généralement, on ne le mettait jamais. Mais ça va nous être très utile parce que ça veut dire que lorsque X mol, la quantité de Cu2+ qui a été consommée vaut X, ça veut dire qu'il y a 2 X mol d'électrons qui ont été échangés. Donc ici, Ne- échangé égale 2x, ce 2 provenant du coefficient des électrons lorsqu'on a combiné les deux demi-équations. Et bien sûr, là, ça correspond à un moment donné où on est à une pile qui est en fonctionnement. Et puis, il y a un état final qui va correspondre au fait où la pile elle est usée ou morte. Et comme je l'ai écrit, on va toujours considérer que la réaction est totale et donc que XF égale Xmax. Autrement dit, ici, je vais avoir N de Cu2 plus F dot, qui va être égal à N de Cu2 plus F d'ailleurs, et qui va être égal à CV moins Xmax, ou XF dot. Et ici, bien sûr, N de Zn2 plus F dot sera égal à CV plus Xmax ou XF dot. Et là, à ce moment-là, je vais avoir une quantité d'électrons échangés maximale, ou F dot, on va plutôt mettre F dot, qui vaudra donc 2X max, ou 2XF dot, puisqu'on va considérer que la réaction est quasi totale. Alors ça va nous permettre de mesurer et de faire un lien, et c'est ce qui va être très important, entre l'avancement qui apparaît ici, la quantité d'électrons échangés, cette charge qui est échangée, et donc I. Comment fait-on ça? On va d'abord considérer, là, il faut recopier la valeur que vous aviez obtenue en TP. Je vais prendre par exemple 263 microampères qui correspondait à l'intensité mesurée lorsqu'on avait placé un ampèremètre dans le circuit extérieur. Alors il faut se rappeler, ça c'est par cœur, de la méthode à tenir, il y a deux équations, une équation électrique que je vais remettre en orange, qui est la suivante, et bien qui est celle qu'on a rappelée ici. I est égal à la charge, attention, déplacée sur la durée delta t pendant laquelle on a regardé. Delta t correspond à la durée par rapport à l'état initial. Donc là, on est à un état intermédiaire. Delta t, c'est la durée entre l'état initial et l'état intermédiaire. Eh bien, le courant I, qu'on va juger comme constant,
il est égal à la quantité de charge déplacée entre l'état initial et l'état intermédiaire. Et ça, bien sûr, ça peut encore s'écrire Q déplacé, ça doit vous paraître logique, c'est I fois delta T, justement. Et puis on a une équation chimique qui va être très importante, correspondant à justement ce Q déplacé. La quantité, ou plutôt la charge ici déplacée, c'est égal bien sûr à la charge qui a été échangée entre l'état initial et l'état intermédiaire. Or, la charge qui a été échangée, qu'est-ce qui a été échangé? En fait, ce sont des électrons. Alors, généralement, tout ça, c'est compté positivement. Donc, si je prends I dans ce sens-là, il est positif, Q sera positif. Et pour calculer sa valeur, je vais prendre la charge d'un électron, mais en valeur absolue, cette fois-ci, et je vais multiplier par quoi? Eh bien, par le nombre d'électrons échangés. Attention aux notations. Ça, c'est le nombre d'électrons échangés, 10 000, 30 000, 50 000, 1 milliard, etc. Et ça, c'est donc la charge. On comprend bien en effet que la charge totale échangée, c'est bien la charge d'un électron en valeur absolue multipliée par le nombre d'électrons échangés. Mais le nombre d'électrons échangés, il est égal à quoi? Eh bien, on sait que en chimie, on ne parle pas en nombre d'électrons, mais plus exactement en quantité de matière d'électrons échangés. Et le lien entre eux, c'est simplement la constante d'Avogadro. Donc ça, c'est encore à E fois Na fois la quantité, cette fois petit n, d'électrons échangés. Or, la quantité d'électrons échangés entre l'état initial et l'état intermédiaire, elle se trouve là. Elle vaut 2x. Donc, dans notre cas, en tout cas, ça c'est toujours vrai, ça c'est toujours vrai, et dans notre cas particulier, ça va faire E fois Na fois 2x. On peut donc en déduire la valeur de x en fonction du courant débité et de la durée de fonctionnement de la pile, et ça c'est donc très intéressant. Q échangé Q déplacés sont les mêmes, donc I fois delta T égale E fois Na fois 2x, qu'on peut réécrire dans un premier temps. I fois delta T, dans notre cas, ça va être E fois Na fois 2x, et donc, x, par exemple, si on en a besoin, si on connaît I et si on connaît delta T, on va pouvoir le calculer de cette façon-là, sur 2 E fois Na. Alors, ce qui est important, c'est qu'on voit que E est une constante universelle, Na est une constante universelle, donc en fait, E fois Na est également une constante universelle. Très souvent, c'est pas E et Na qu'on vous fournira dans les exercices, mais c'est directement ce produit-là, qui correspond à quoi? Si on réfléchit, c'est la charge d'un électron multipliée par la constante d'Avogadro, c'est-à-dire la quantité d'électrons qu'il y a dans une mole. Donc en fait, ça, il s'agit de la charge d'une mole d'électrons. Et bien ça s'appelle un Faraday. Et si vous faites le calcul, c'est égal à 96,5 fois 10 puissance 3 coulombs par mole. Ça signifie que dans une mole d'électrons, on va trouver 96,5 10 puissance 3 coulombs, en prenant encore une fois, je le rappelle, la valeur absolue. Donc ça, c'est pour un état intermédiaire quelconque, mais à l'état final, lorsque la pile meurt, eh bien, la quantité Q qui va être échangée, elle a un nom. Elle s'appelle la capacité de la pile. C'est une grandeur fondamentale. Elle va apparaître en fait sur chacune des piles. Ici, c'est une pile de laboratoire, mais on va pouvoir l'exprimer. Donc à ce moment-là, ce qu'on va appeler Qmax, la capacité de la pile, par définition, ça va être Q, mais pour X égale Xmax, c'est-à-dire ENA multiplié ici par 2Xmax. Ou encore 1 fois F fois 2 fois C fois V ici, parce que bien sûr Xmax est égal à C fois V. Et la durée à ce moment-là, delta T correspondante, eh bien c'est ce qu'on va appeler la durée de vie de la pile, forcément. Lorsqu'on obtient Xmax, la pile est morte, et donc la durée delta T, on va la nommer grand D, c'est-à-dire que Qmax est égal également à I fois delta T. Je joue, et ici I fois D, je joue sur les deux équations. Donc D, durée de vie de la pile, va pouvoir être calculée, dans cet exemple, par
eh bien, c'est Qmax sur I, c'est-à-dire encore 2 fois le Faraday fois C fois V sur I. Eh bien, on passe au calcul. Déterminer la capacité de la pile ici. Eh bien, on réécrit. Qmax est égal à 1 Faraday fois 2 fois C fois V, c'est-à-dire, en remplaçant, 96,5 fois 10 puissance 3, vous anticipez, fois 2 fois C, qui est en mol par litre, donc 0,10, il n'y a pas de souci, fois V, attention, qui est en millilitres, donc 50 fois 10 moins 3. Vous appuyez sur pause, vous faites le calcul et vous trouvez. Allez-y. Je reprends, vous avez dû trouver 965 ampères secondes. Bien sûr, 965 coulombs. Pourquoi je le mets en ampères secondes? Parce que très souvent, on va le donner en ampères-heure. C'est souvent une unité, voire des milliampères-heure. Alors, conversion. 965 ampères, attention, ce n'est pas des ampères par seconde, c'est des ampères secondes. Donc, fois une seconde, il faut le transformer en ampères-heure. On garde les ampères, et attention, la seconde, je vous laisse faire, on la transforme en heure. 1 sur 3600 heures. Alors, excusez-moi, c'était 965, donc coulombs, c'est bien ça, sur 3600 heures. Eh bien, vous terminez le calcul. On trouve 0,268 ampères-heure. C'est-à-dire encore 268 milliampères-heure. Et là, par exemple, bon, j'ai un accumulateur, c'est pas tout à fait une pile, mais qu'est-ce qu'on lit? 2100 milliampères-heure. Quand vous rechargez cet accumulateur, vous avez une capacité de 2100 milliampères-heure. Donc typiquement, vous voyez que c'est une unité qui va être utilisée souvent. Et si on va calculer la durée de vie de la pile, de cette pile d'annuel, eh bien D, ce sera Qmax sur I, c'est-à-dire ici 965, attention aux unités, hein, on reste dans les unités du système international, donc on va diviser par des ampères, 263 10 moins 6, et on obtient un résultat en, c'est une durée, on obtient un résultat en secondes, donc surtout on ne se mélange pas les pinceaux. Eh bien on trouve, allez-y, je vous laisse faire, et vous allez mettre ça en heures et en jours. 3,666, 10 puissance 6 secondes, vous prenez bien tous les chiffres significatifs. En divisant par 3600, bien sûr, on va trouver des heures, environ 1020 heures. Et en divisant par 24, on trouve les jours, 42,5 jours. À vous de vous réentraîner sur ces calculs qui ne doivent pas vous poser problème.